Bonsoir et bienvenue à tous. Alors comme vous le voyez, on est repassé en mode Zoom, comme on a fait pendant le premier confinement au mois de mai et au mois de juin. La radio est enfermée, on ne peut pas diffuser sur les ondes de Radio Judaïka. Aujourd'hui, au programme, nous allons parler à Anne Sinclair à propos de la conférence Zoom qu'elle va donner lundi prochain à propos de son livre La rafle des notables. On inaugure une nouvelle rubrique ciné avec Stanley Berenbaum qui nous donnera des conseils ciné et séries pour ces soirées ces longues soirées de confinement. Ce sera Frédéric Mettezo de Radio France qui nous donnera l'actualité israélienne aujourd'hui. Euh, on terminera avec Nicolas Sommerstein, le rédacteur en chef de Regard, pour son billet d'humeur, et on terminera par l'agenda des activités virtuelles du CCLJ. Notre première invitée est Anne Sinclair. Bonsoir Anne. Bonsoir. Vous êtes journaliste, productrice, animatrice et autrice. Vous avez publié votre 5e livre il y a quelques mois, La rafle des notables. Je ne sais pas si on le voit. Je l'ai en main, mais on ne le voit pas. Chez Grasset. Et ce sera l'objet de la conférence virtuelle que vous donnerez lundi prochain, le 16, sur le site du CCLJ. On va parler de votre livre. Mais avant ça, on vous connaît en tant qu'observatrice et experte de la politique française et internationale. Vous étiez à Washington la semaine dernière. Vous y êtes arrivé juste avant le jour des élections, je crois. Vous êtes resté jusqu'à l'annonce de la victoire de Joe Biden. Comment avez-vous ressenti cette ambiance que nous, on a vue à la télé? Écoutez, moi, j'ai trouvé qu'après ce très long suspense, parce qu'il faut dire que le système électoral américain marche sur la tête, ce très long suspense, c'était une joie formidable qui avait éclos après 4 ans de folie, quoi, d'une présidence erratique, d'une présidence incompétente, d'une présidence dangereuse pour les États-Unis et pour le reste du monde, avec un homme qui n'est même pas capable de reconnaître sa victoire et qui considère que tous les gens qui n'ont pas voté pour lui, ce sont des votes illégaux. Donc il y a eu une sorte de... C'était très étrange parce que pendant 3 jours, il y a eu une sorte de silence suspendu après une soirée électorale où on n'était vraiment pas sûr que Biden gagne. Et puis, au fur et à mesure, on voyait le comptage s'amplifier, le nombre de voix s'amplifier pour lui. Et puis, il y a eu une explosion de joie dès que les médias américains ont annoncé qu'il avait gagné. Et donc, les klaxons, les concerts de casseroles et la folie dans les rues. Et j'ai eu le temps, avant de reprendre mon avion, d'aller au milieu de Washington, en plein centre-ville, voir une sorte de folie post-électorale et de gens heureux et pas haineux. Et ça m'a plu. Et, vous le dites, hein, il continue à marteler, Trump, que c'est pas fini. Je crois qu'une marche pro-Trump est organisée samedi à Washington. Comment vous imaginez, vous, la suite, quand on sait que l'investiture n'aura lieu que le 20 janvier? Bon, ça, c'est le rythme prévu. La transition va pas être facile parce qu'avec un mauvais perdant, un mauvais joueur et en plus une personnalité aussi peu démocratique que Trump, ça va pas être facile. Bon, je pense que ça se finira par bien se passer parce qu'il n'aura pas avec lui, même s'il a la rue trumpiste avec lui, il n'aura pas les institutions judiciaires ou autres. Donc, au bout du compte, ça se passera bien. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que Biden pourra faire après, dans la mesure où il n'est pas du tout sûr, il est même plutôt certain qu'il ne remporte pas le Sénat, puisque ce sera à une ou deux voix, un ou deux sièges près. Et ça, c'est la vraie interrogation, parce que pour faire ce qu'il a dit qu'il ferait, et je pense qu'il tiendra parole, et notamment tout ce qu'il avait prévu sur le climat, il a besoin d'avoir les financements qu'il faut et il va falloir qu'il trouve le moyen de le faire. Peut-être avec des
des institutions plus locales que fédérales. Et ça, c'est pour le climat. Pour le reste, il va avoir du mal. Il va avoir du mal, mais ça faisait tellement de bien d'entendre le discours d'un homme responsable qui disait mettez votre masque, qui disait les adversaires ne sont pas des ennemis, qui avait une parole d'homme d'État, qu'on en était tout étonné. Mhm. Alors, on va parler de votre dernier livre. Hein, ce sera donc l'objet de votre conférence lundi, La rafle des notables. Vous y parlez de Léonce Schwartz, votre grand-père paternel. 7 ans après avoir écrit 21 rue La Boétie, l'histoire de Paul Rosenberg, votre autre grand-père, qui par ailleurs a été l'objet d'une très belle expo à Liège, Exactement, à la Bovary. à la Bovary, absolument. L'histoire de Léon Schwartz, donc, et vous le découvrez en enquêtant pour ce livre, fait partie des 743 Einflussreiche Juden, hein, les Juifs ayant de l'influence, et qui seront emmenés au camp de Compiègne-Royalieu. Vous découvrez que cette rafle et ce camp sont très peu documentés par les historiens de l'époque. Oui, parce que, vous savez, c'est comme, il faut toujours qu'il y ait un événement qui devienne l'événement symbole. Et la rafle du Veldiv, par son ampleur, par le fait qu'il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, qu'elle a été fort importante et qu'en plus les autorités de Vichy y ont prêté la main, a pris, au fond, est devenue la rafle de toutes les rafles, comme Auschwitz est devenu le camp de tous les camps. Et donc, c'est assez naturel que les autres étaient un peu passés dans l'ombre. Sauf que là, ce qui m'intéressait et que j'ai découvert, parce que je l'ignorais, c'est que c'est la première fois, c'est dans cette rafle que le premier convoi de juifs à déportation d'Auschwitz a pris lieu, a pris place. C'est cette rafle qui a fourni le premier contingent. Et ça, je trouvais, en plus de la spécificité de cette rafle qui a consisté à rafler des gens qui étaient extrêmement assimilés, qui étaient depuis toujours dans la société française, ça en faisait deux caractéristiques qui pour moi étaient essentielles. Et de découvrir, troisième caractéristique, que Compiègne était un camp nazi à 1 heure de Paris. Voilà, organisé par les nazis, dominé par les nazis, et où Vichy, de toute façon, qui ne disait pas grand-chose, n'avait pas grand-chose à voir et à dire. Donc, c'est une rafle qui, pour moi, est très emblématique. Je ne la connaissais pas plus que je ne savais exactement ce qui était arrivé à mon grand-père. Et donc, en enquêtant sur lui, j'ai voulu donner, au fond, un peu de, oui, comme je dis, un peu de chair aux disparus et un peu de vie à une collectivité qui me semblait la mériter. Mhm. Alors, on est en décembre 41. Euh, Pourquoi cette rafle-là à ce moment-là? Certains disent en réaction à l'entrée des Américains dans la guerre, après Pearl Harbor. D'autres qu'elle fait suite à des actes de sabotage. En fait, vous racontez, c'est rien de tout ça. C'était une logique qui commençait à ce moment-là à avoir lieu. Exactement, c'est en réaction aux attentats anti-allemands. Oui, un peu, mais jusque-là, il y avait des fusillades, mais ça faisait mauvais effet auprès de la population. Et ils ont commencé à mettre en place, donc, en représailles, mais avec le plan qui était déjà, sinon finalisé, qui n'a été finalisé qu'à la conférence de Wannsee en janvier 42, mais avec la volonté de déporter et d'exterminer. Et s'ils n'ont pas été déportés tout de suite, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de train et que les permissionnaires allemands qui revenaient du front de l'Est avaient mobilisé les trains, c'était au moment de Noël, et donc on les a parqués dans un camp où, comme dit l'un de ceux qui ont survécu et qui ont raconté, le fils de Tristan Bernard, Jean-Jacques Bernard, c'était le camp de la mort lente. Non. Et donc, par la faim, par la famine, par le froid, par la maladie, de toute façon, ils allaient mourir sur place. Et puis, ceux qui n'étaient pas morts sur place, ben, ils mouraient dans une chambre à gaz. Alors bon,
tout ça, toute votre enquête, vous allez la développer forcément lundi. Mais je voulais encore vous poser une question. Vous écrivez dans les premières pages du livre, j'ajoute que ce chapitre du XXe siècle me ronge, et plus l'âge avance, plus il me semble obscur. Euh, Est-ce que c'est ce sentiment qui vous vient en travaillant et en enquêtant sur cette période du passé, ou plutôt en écho à ce qui se passe et ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de la montée de l'antisémitisme, du racisme? Je crois qu'il faut relativiser les comparaisons historiques et je ne me permettrai pas de comparer la situation d'aujourd'hui, même s'il y a des attentats dramatiques en Belgique comme en France visant des juifs, ça n'a strictement rien à voir avec un antisémitisme d'État qui était celui de ces années-là, et des années 30 et 40. Non, pour moi, c'est au fond, la Shoah demeure pour moi totalement inatteignable à la raison. C'est quelque chose qu'on a du mal quand on se pose 5 minutes et qu'on dit il y a 6 millions de personnes que des êtres humains ont décidé d'effacer de la planète par un meurtre industriel, organisé, voulu. C'est pas au Moyen-Âge que ça se passait, c'était bon, je ne suis pas toute jeune, mais c'était un peu avant ma naissance, mais c'est pas si vieux. Et donc, ça me semble en effet de plus en plus incompréhensible. Et c'est en effet, je comprends que ceux qui sont rentrés aient eu du mal à en parler parce que à l'époque, c'était inaudible. Et aujourd'hui, quand on s'y penche, on se dit, mais c'est un projet de fou, de folie, d'assassins organisés qui semble quelque chose qui n'est pas rationnel. Voilà. Merci, Anne Sinclair. Je rappelle que votre conférence, c'est lundi prochain, le 16, à 20 heures. Ça se passera donc sur Zoom. Vous devez d'abord vous inscrire et on vous enverra le lien ensuite. Toutes les infos sont sur le site du CCLJ ou sur la page Facebook. La soirée sera modérée par Claire Rosen. Merci encore, Anne Sinclair. Merci à vous, Frédéric. À lundi et passez une bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, pour notre prochain invité, c'est Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Vous êtes correspondant de la rédaction internationale de Radio France en Israël. On vous a déjà entendu dans l'émission, encore récemment, à propos de l'un de vos tweets qui avait déclenché beaucoup de réactions. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'actualité de la semaine en Israël. Une actualité marquée, Frédéric, par l'élection présidentielle aux États-Unis. Alors, quelles ont été les réactions officielles? D'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir que Benjamin Netanyahou, il a mis plus de 12 heures pour réagir à l'élection de Joe Biden. Vous le savez, les auditeurs le savent, Netanyahou et Trump étaient vraiment d'abord très proches et puis vraiment, Trump a été le président américain le plus aligné sur les positions du Likoud. On se souvient qu'il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, où il a transféré l'ambassade américaine. Il a reconnu l'annexion du Golan pris à la Syrie en 1967. Il a proposé son plan Trump qui imagine une espèce de micro-État palestinien un peu en gruyère, donc qui donne vraiment énormément de territoire à Israël. Et vous vous souvenez que Benjamin Netanyahou, il avait même posé sur ses affiches électorales aux dernières législatives avec Donald Trump. C'est dire la proximité entre les deux hommes. Donc, il y a eu un peu de flottement et c'est vrai que dans les éditions spéciales qui sont tombées donc à partir de 18-19 heures en Israël et dans les journaux, le soir, les gens se disaient « mais Netanyahou ne répond pas, il ne dit rien à Joe Biden ». Et finalement, le tweet de Benjamin Netanyahou est tombé vers 6 heures du matin dimanche, où il a évidemment félicité Joe Biden. Il a ensuite remercier Donald Trump pour l'œuvre accomplie. Ce qui est à noter, c'est que le tweet a été fait uniquement en anglais et pas en hébreu. Alors, est-ce que
On parle aussi de Kamala Harris et de la personnalité de la nouvelle vice-présidente. Oui, on en parle un peu comme partout parce que Joe Biden, il a 78 ans, il a laissé entendre qu'il ne ferait qu'un seul mandat, donc il est possible, il est peut-être même probable que Kamala Harris soit un jour candidate pour être présidente des États-Unis. Donc évidemment, en Israël, on se dit qui est cette potentielle candidate et peut-être cette potentielle future présidente américaine. Toute la question, c'est de savoir si Kamala Harris fait plutôt partie sur la question spécifique israélienne du mouvement plutôt centriste du Parti démocrate, très pro-israélien, comme Joe Biden lui-même, par exemple, ou si elle appartient plutôt à ce qu'on appelle l'aile gauche du Parti démocrate, comme ces nouveaux visages, ces femmes, notamment comme Alessandria Ocasio-Cortez. Bon, les Israéliens semblent plutôt en tout cas, la presse israélienne semble plutôt classer Kamala Harris sur l'axe centriste du Parti démocrate, surtout que son époux est un Américain de confession juive, très pro-israélien, très actif auprès des associations sionistes, qui a collecté des fonds, qui s'est rendu à de multiples reprises en Israël et qui appartient, on va dire, vraiment au courant traditionnel du Parti démocrate, façon Bill Clinton, par exemple. C'est ça. Alors, est-ce que est-ce qu'on peut déjà dire ce que pourraient être les conséquences de cette nouvelle présidence, par exemple sur les acquis diplomatiques de la période Trump, enfin les acquis diplomatiques récents, ou les relations bilatérales? Oui, alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que si Trump et Netanyahou étaient vraiment extrêmement proches, idéologiquement parlant, et s'ils ont beaucoup mis en scène leur amitié, il faut savoir que Netanyahou et Joe Biden, ils sont amis, ils se connaissent très bien personnellement, ils s'apprécient, et ça date de presque 40 ans, puisque Benjamin Netanyahou a grandi aux États-Unis, tout le monde le sait. Il a grandi, figurez-vous, en Pennsylvanie, qui est l'État d'enfance de Joe Biden. Et donc, quand le jeune diplomate israélien dans les années 80 a rencontré le jeune sénateur américain à Washington, ils ont beaucoup parlé de leur enfance passée dans le même État. Ils se sont bien entendus. Un jour, Joe Biden a dit à Netanyahou, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime beaucoup. Donc, sur la relation personnelle, on peut imaginer que ça va bien se passer, beaucoup mieux par exemple qu'entre Netanyahou et Obama ou Netanyahou et Bill Clinton où ça s'était beaucoup assez mal passé en réalité. Biden, il appartient, je l'ai dit, au courant vraiment traditionnel du Parti démocrate. Il est très pro-israélien. Il faut se souvenir que c'est quand il était vice-président de Barack Obama que le plus gros contrat militaire de l'histoire entre les États-Unis et Israël a été conclu. Donc vraiment, c'est un défenseur d'Israël. Il s'est rendu dans les années 70 dans un kibbutz. Joe Biden, il avait rencontré Golda Meir. Donc, de ce côté-là, les relations bilatérales seront assez bonnes. Cependant, il sera moins unilatéral que Donald Trump, il sera moins autoritaire. Biden, il est contre le développement de la colonisation. Il défend un État palestinien plus traditionnel avec les paramètres internationaux classiques, qu'on appelle les paramètres Clinton. Il souhaite remettre du dialogue. Joe Biden, par exemple, il veut reprendre la discussion avec l'autorité palestinienne qui avait suspendu ses relations avec Washington il y a presque 3 ans. Et Mahmoud Abbas a dit qu'il avait hâte, le président de l'autorité palestinienne, de reprendre la discussion avec Joe Biden. Le bureau de l'OLP à Washington va rouvrir. Les États-Unis vont sans doute reprendre le financement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. En revanche, Joe Biden a dit qu'il ne redéménagera pas l'ambassade américaine depuis Jérusalem. Donc l'ambassade américaine va rester. Donc Biden va rester très pro-israélien, mais en même temps tentera d'œuvrer à une solution plus classique dans le règlement du conflit avec les Palestiniens, contrairement à Trump qui était très unilatéral en faveur d'Israël. La vraie question, Frédéric, c'est de savoir si Joe Biden va investir beaucoup d'énergie
sur le conflit israélo-palestinien, parce que d'abord, il y a la crise intérieure du coronavirus à gérer en Amérique. Ensuite, la vraie question, c'est est-ce que Netanyahou et est-ce que Mahmoud Abbas, qui sont au pouvoir depuis des années et des années, ont envie de faire évoluer les choses l'un et l'autre? Rien n'est moins sûr. Et puis, un autre gros dossier dans la région, c'est le nucléaire iranien. Et là, Joe Biden a envie de revenir à la doctrine Obama, c'est-à-dire un dialogue, des accords, et passer plutôt de la discussion passer à la discussion avec les Iraniens, revenir à la discussion, alors que Trump avait quitté l'accord négocié pendant des années avec l'Iran. On va terminer, Frédéric, par, on est bien obligé un point Covid en Israël. Où en est-on? On entend un peu de tout. Oui, alors c'est compliqué de se faire une idée globale. Ce qui est certain, c'est que le taux de contamination a beaucoup baissé, y compris dans les localités Haredi, chez les juifs ultra-orthodoxes. Il y a eu une remontée dans les localités arabes. C'est pas non plus la panique, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de mariages qui ont été annulés ou reportés. Et là, les gens finissent par célébrer ces unions, et forcément, ça fait des lieux de contamination. Donc, tout de même, le taux de contamination a baissé, mais il y a un gros débat. Aujourd'hui et demain, le gouvernement doit décider s'il faut continuer à rouvrir des commerces, s'il faut continuer à rouvrir les classes de collège. Il y a des interrogations. Attention à ne pas déconfiner trop vite, parce qu'il ne faudrait pas refaire ce qui s'est passé au mois de mai. En même temps, il faut bien que l'économie vive, parce que la situation sociale, elle est très difficile. Il y a eu ces dernières heures beaucoup de discussions sur la situation de Eilat. Est-ce qu'il faut rouvrir les hôtels? Est-ce qu'il ne faut pas rouvrir les hôtels? Finalement, on s'achemine vers une réouverture. On est vraiment dans un entre-deux. On a ici, je pense, entre 4 et 5 semaines d'avance sur l'Europe. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment la question que vont se poser tous les gouvernements européens, et y compris le gouvernement belge. C'est une fois qu'on a reconfiné ou qu'on a mis en place des mesures d'isolement, il faut bien en sortir. L'autre grosse préoccupation du moment, c'est est-ce qu'Israël va acheter ce vaccin Pfizer dont on parle beaucoup? Benjamin Netanyahou, il a téléphoné au PDG de Pfizer pour faire en sorte qu'Israël reçoive des doses quand le vaccin sera prêt. Ok, écoutez, merci beaucoup Frédéric d'avoir déjà pris le temps Je vous en prie. de nous répondre. Je rappelle que vos reportages s'écoutent sur les radios de Radio France et sur les sites de Radio France et de France Inter et de France Culture, pardon. France Inter, France Culture, France Info, voilà. Oui, France Info. Et je voulais juste saluer bien fort Frédéric Chilot qui tient cette rubrique généralement, mais qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, qui sera de retour bientôt. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, Frédéric, et à très bientôt. Merci à tous. Notre prochain invité est Stanley Berenbaum. Bonjour Stanley. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. Dans la démarche justement de repenser un peu notre émission avec certaines rubriques, des fois récurrentes, et en mode confinement, on s'était dit que donner des recommandations pour les longues journées de confinement et les longues soirées d'hiver qui s'annoncent serait peut-être une bonne idée. On est tombé sur votre blog cinestan.be que vous avez créé, que vous éditez. Vous êtes un fou de ciné et de séries et vous partagez vos passions. On s'est dit pourquoi pas le faire ici. Et donc, vous avez préparé quelques recommandations pour les jours à venir. Alors, dites-nous. Eh bien, on commence évidemment dans la foulée des élections aux États-Unis avec un classique de la comédie américaine. Comme le président américain sortant, c'est un film plutôt controversé, mais rassurez-vous, c'est surtout une sacrée comédie. Je parle du film The Party de Blake Edwards avec un Peter Sellers au sommet de son art. Le film se passe à Hollywood. Il raconte les mésaventures d'un très maladroit acteur indien, Rundi V. Bakshi, qui vient se faire renvoyer du film pour avoir détruit un décor, mais suite à une erreur, se retrouve invité à un gala chez le producteur du film. Alors, durant la soirée, Bakshi, bien sûr, accumule les gaffes, mais s'ensuit une soirée démentielle. C'est vraiment une satire drôlissime du Hollywood clinquant de la fin des années 60. Alors, pourquoi dis-je que le film était controversé? Eh bien, parce que Sellers joue le rôle d'un Indien
plus stéréotypé qu'un film de Disney. Le visage couvert d'un maquillage sombre, il parle avec un accent indien ridicule. Certains aujourd'hui pourraient être mal à l'aise devant ce grimage, surtout avec toutes ces manifestations dans la foulée des Black Lives Matter. Mais, même si les méchants dans le film sont surtout les blancs américains, arrogants, riches et puissants de la société hollywoodienne. Alors, Edwards et Sellers insufflent énormément de poésie et d'humanité aux personnages, et on se moque surtout dans le film de la culture hollywoodienne des années 60 et l'arrivée de la contre-culture. Mais incontestablement, Depardieu reste surtout hilarant depuis toujours. Parce que je l'ai vu en fait l'année dernière à la Cinémathèque, je l'ai revu et je peux vous assurer que toute la salle pleurait de rire en voyant le génie qu'était Sellers à l'œuvre. Pour la petite histoire, son personnage Bakshi est inspiré après Mr. Bean et aussi Apu dans Les Simpsons. Et je voulais terminer en soulignant que c'est Henry Mancini qui a composé la musique du film. Mancini qui a gagné 4 Oscars et a beaucoup travaillé avec Blake Edwards. Alors, on se rappelle, tous ceux qui l'ont vu se rappellent des scènes et de l'explosion et du Birdie Nam Nam avec l'oiseau. Vous parlez d'Harry Mancini et de musique, et je pense que là, votre deuxième recommandation a aussi à voir avec la musique. Et quelle musique? Parce que c'est les Beatles. Exactement. Il s'agit du film Yesterday, un film beaucoup plus récent. C'est un film de Danny Boyle, qui était connu pour son Slumdog Millionaire. Alors, Yesterday, c'est les Beatles et l'histoire raconte qu'à la suite d'un accident, le personnage principal, Jack, est le seul au monde à se souvenir des chansons des Beatles. Alors, je ne sais pas vous, mais lui, il veut faire fortune et en faisant semblant de livrer au public des chansons qui deviennent évidemment des hits. Alors, Yesterday, c'est un vrai feel-good movie. De plus, l'acteur principal, Himesh Patel, il chante à merveille les chansons des Beatles. Et l'autre comédienne, Lily James, est aussi excellent. Et en plus, il y a la grande star mondiale de la pop, Ed Sheeran, qui joue son propre rôle, un tantinet exagéré. C'est un film en fait très rythmé qui vous fera passer un bon moment et vous permettra de chanter à tue-tête afin de rendre la bonne humeur à vos voisins. Et c'est en tout cas une extraordinaire réussite parce que c'est le genre d'idée qui peut très vite foirer et partir dans une mauvaise direction. Et là, ça tient la route le long du film. Votre dernière recommandation, Stanley, c'est une série. Oui, et on reste un peu à la même époque parce que je voulais terminer avec une série américaine qui s'intitule The Marvelous Mrs. Maisel. C'est une série de Amazon Prime qui a raflé pas mal de prix ces dernières années, Golden Globes, Emmys. Et c'est une série qui nous plonge dans le New York de 1958 avec Miriam Mitch Maisel, qui est une juive américaine qui vit une vie assez confortable avec son mari, ses 2 enfants, un appartement élégant dans l'Upper West Side. Et voilà, très vite, son mariage tourne au vinaigre. Et puis, déprimée, furieuse, sa vie prend un drôle de virage lorsqu'elle découvre un talent pour le stand-up. Et être femme et vouloir s'imposer dans le stand-up à la fin des années 50, c'est plutôt compliqué. Alors, la série joue avec l'humour très peu politiquement correct de l'époque et surtout se base sur la vie réelle de plusieurs femmes qui se sont lancées le stand-up à l'époque. Et la grande force de cette série, de Marvelous Mrs. Maisel, c'est un de ces personnages bien tracés, à l'actrice principale Rachel Brosnahan, qui affronte les événements avec beaucoup d'humour. Sa manageuse aussi est très, très bien réussie. Elle est jouée par Alex Bernstein. Elle est complètement déjantée. C'est formidable parce que ce duo ensemble, c'est tout simplement hilarant. Je voulais simplement encore dire quelque chose sur les parents, dont le père est joué par Tony Shalhoub, qui était devenu très connu grâce à son rôle dans la série Monk. Et aussi le fait que cette série nous projette à la fin des années 50 avec des décors magnifiques et des robes magnifiquement faites. C'est vraiment une nostalgie complète. Voilà. Merci Stanley. Je suis sûr qu'on va prendre bonne note de vos conseils. Je propose qu'on refasse ça assez bientôt dans une prochaine édition. Donc, restez à l'affût et continuez à noter ce que vous allez conseiller à nos auditeurs. Merci Stanley et à une prochaine fois. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Notre prochain invité est Nicolas Sommerstein, rédacteur en chef de Regard. Bonjour Nicolas. Bonjour. On vous voit au CCLJ et on reconnaît derrière
la salle des fêtes, enfin pas la salle des fêtes, l'accueil, le Le foyer foyer. du CCLJ. Nicolas, comme souvent, vous intervenez dans cette émission et cette fois-ci, on va parler des élections américaines et on a remarqué que elle déclenche énormément de réactions passionnées aux États-Unis, dans le monde et aussi chez nous. Même sur notre page Facebook, celle du CCLJ, comment expliquez-vous cela? Alors, pour revenir justement sur ce qui s'est passé sur notre page Facebook, c'est que suite à la victoire annoncée de Joe Biden aux élections, nous avons décidé de faire un petit clin d'œil humoristique en postant une photo de Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche avec, et ce n'était pas un montage, un focus mis sur un panneau exit qui veut dire sortie et illustré par les propos chers à Donald Trump, You're fired, qui est son expression favorite lors d'une émission télé-réalité qu'il animait, et aussi en disant qu'il est un loser, puisque le mot loser est un mot qu'il utilise et qu'il a utilisé et qu'il continue d'utiliser souvent pour disqualifier ceux qu'il méprise. Et donc, il est devenu d'une certaine manière ce qu'il méprise le plus dans la vie, c'est être un perdant, un loser. Alors, évidemment, il y a eu toute une cascade, il faut relativiser, un certain nombre de quelques personnes qui ont réagi virulemment, de manière outrancière et même parfois carrément vulgaire et impolie, à l'image de Trump d'ailleurs, pour critiquer ce que nous avions fait et d'une certaine manière illustrer le propos qu'on voulait illustrer, à savoir l'outrance de Trump et de ses supporters. Et donc on voit bien qu'on a toute une série de personnes qui sont nourries et pétries de certitudes, qui sont elles-mêmes nourries par ce discours de Trump qui est celle de la post-vérité ou de la vérité alternative. Ils sont en gros certains qu'il n'a pas perdu et donc qu'il y a eu triche. Et donc là-dessus, c'est quelque chose qui illustre un phénomène général. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce soit évidemment en Belgique et en Europe et sur un site juif. Le vote juif, hein, on en a parlé aussi, et on peut comprendre le besoin de l'analyser aux États-Unis. On peut également comprendre les Israéliens qui se posent des questions à propos des relations diplomatiques entre les deux pays, les acquis de l'administration Trump au niveau diplomatique. Mais sinon, on peut se poser quand même la question, est-ce que les communautés juives de la diaspora hors États-Unis est-ce qu'ils n'ont pas d'autres chats à fouetter en ce moment que d'être aussi passionnés à propos de cette élection? Mais je pense que, et c'est ça la singularité des réactions juives, c'est que les commentaires très violents dont je viens de parler ont très vite glissé sur Israël, alors que le poste en lui-même n'évoquait rien. On parlait simplement de sa défaite, et très vite, ils glissent, ils amènent le débat et le propos sur la question d'Israël, en présentant évidemment Trump comme le meilleur ami d'Israël, le meilleur soutien d'Israël, et il donne comme exemple toujours les mêmes, le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, la dénonciation de l'accord nucléaire avec l'Iran. Bref, on en fait le champion d'Israël, et ceux qui le critiquent, et tout particulièrement à l'intérieur du monde juif, sont considérés comme les ennemis d'Israël, puisqu'ils critiquent le meilleur ami, le meilleur soutien. Et là, on revient dans des vieux débats qui sont les débats internes au monde juif, avec la question de la critique d'Israël, de la critique légitime, est-ce qu'on peut critiquer ou pas Israël en diaspora? Mais on voit bien aussi que ça touche un public qui est déjà sensible à cette question, et notamment par rapport aux médias, puisque les médias
généraux, les médias mainstream, sont très vite assimilés aux ennemis d'Israël et donc à des menteurs. Et on voit qu'il y a toute cette rhétorique de la désinformation, de la réinformation, qui sont des expressions que nous, dans le monde juif, on entend depuis longtemps lorsqu'il s'agit d'Israël. Mais là, c'est avec Trump que tout cela revient. Et c'est vrai que nous qui évoluons dans un monde plutôt progressiste, libéral au sens américain du terme, c'est-à-dire ouvert et plutôt éclairé, on s'aperçoit qu'il y a tout un pan, mais qu'on ne peut pas évaluer quantitativement, du monde juif qui sur la question de Trump, se situe à des années-lumière de cette vision que nous avons du monde juif. Et c'est assez étonnant de voir qu'il se rabatte sur un homme finalement qui est très, très éloigné de ce qu'est la condition juive, et tout particulièrement en diaspora, en Europe et aux États-Unis, puisque, comme vous l'avez esquissé, la communauté juive des États-Unis a pour particularité de ne pas voter pour lui. Il y avait une étude qui avait été faite avant les élections par le Centre Pew, qui est un des plus grands centres d'enquête aux États-Unis, qui disait que 70% des Juifs américains n'allaient pas voter pour Trump. Et il se fait qu'après l'élection, il y a une autre enquête qui a été réalisée où on s'est aperçu que c'est plus que ça, c'est 77% ont voté Biden. Donc on le voit bien, il y a une espèce de déséquilibre, de disproportion entre la communauté juive américaine, qui, je pense, connaît mieux le sujet que nous et le personnage, et ces juifs. Alors, je pense que. Pardon? Et la diaspora hors États-Unis. Et la diaspora, qui se rabat, qui réduit Trump à la question d'Israël. Et encore, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la politique de Trump par rapport à Israël, puisque je pense que s'il est surtout l'ami de quelqu'un, c'est surtout de Netanyahou et de la politique qu'il mène, parce que je pense que sur certaines questions, de nombreux observateurs et même de nombreux acteurs, notamment liés au domaine de la sécurité, vous diront que ce n'est pas l'allié le plus sûr. Il y a trop d'inconstance dans sa politique et trop de surprises. Oui. Et tout en occultant tout l'aspect, en tout cas pour les communautés juives, tout l'aspect proche du white des groupes power, suprémacistes. Voilà, des groupes suprémacistes, white power, de sectes obscures, d'évangélistes, etc. Effectivement, très très étonnant. Merci Nicolas, je vous garde encore quelques minutes pour terminer l'émission, puisqu'on la termine par l'agenda du CCLJ. Alors ce soir, juste après la diffusion de cette émission à 20h, il y a une conférence Zoom avec Joël Kotek et Alain Soriano qui s'appelle « De quoi le boycott d'Israël a-t-il le nom ?» C'est à 20h. Vous avez juste le temps de vous connecter, d'aller sur le site du CCLJ et de cliquer sur le lien. Anne Sinclair, avec qui on a parlé juste avant, c'est le lundi 16. Par contre, vous pouvez vous inscrire jusqu'à samedi 13h, je crois. Donc, faites vite si ce n'est pas encore fait. Le 23 novembre, un apéro Zoom avec Jean-Jacques Deleu sur la dépénalisation de l'avortement, qu'est-ce qui coince en Belgique. Merci Nicolas. À très bientôt pour une prochaine rubrique et puis à la semaine prochaine à vous tous et passez une bonne semaine. Au revoir. Au revoir.